Larry, quand il s'agit de Donald Trump et de son attitude envers l'OTAN, quelle est ta compréhension de la situation? Parce que ces nouvelles sanctions dont il parle, qu'il veut imposer à l'Europe, montrent à quel point l'OTAN est fragile aujourd'hui. Ce n'est pas comme l'image que l'administration Biden a essayé de nous présenter, de nous décrire. Que se passe-t-il selon toi au sein de l'OTAN en ce moment? Il est à l'agonie. C'est la fin. Écoutez, je dois avouer que je ne suis pas du tout contrarié par ce que Trump fait à l'OTAN. Je pense que l'OTAN a été, je l'appelle un programme d'emploi pour hommes blancs. Elle a été mise en place au cours des 30 dernières années, principalement pour offrir des postes supplémentaires de commandement à des officiers généraux, des soi-disant postes de commandement, sans avoir en réalité de véritables objectifs stratégiques. En fait, l'OTAN a souvent agi à l'encontre de son but déclaré, qui devrait être la paix et la sécurité. Au lieu de promouvoir la paix et la sécurité, elle est devenue un instrument de promotion des conflits. Donc, vous savez, je reviens à ceci. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une telle opposition à Trump au départ, et en ce qui concerne le Russiagate, c'est les malheurs pour l'Angleterre en Hodjier si tôt. And why England got on board so early. I mean, remember, the Brits played a critical role along with the CIA. Je veux dire, souvenez-vous, les Britanniques ont joué un rôle crucial avec la CIA dans la fabrication de certains renseignements, le dossier Steele et d'autres éléments. Et je pense qu'à l'époque, l'une des raisons était la crainte que si Trump arrivait au pouvoir, il mettrait fin à l'OTAN, ce qui franchement est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Mais la vision de Trump pour l'avenir, ou du moins ce qui était exposé dans ce document de stratégie de sécurité nationale, c'est que si l'Europe veut, je cite, se défendre contre une menace russe imaginaire, alors elle doit mettre tout l'argent nécessaire et s'en charger, parce que les États-Unis vont arrêter. Et sur ce point précis, je suis d'accord avec Trump. Je pense que c'est ce qu'il cherche à faire. Mais vous savez, les Européens sont en réalité, je pense qu'ils sont sous le choc. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils se retrouvent confrontés à ce genre de problème aujourd'hui. Mais ils n'apprennent rien, colonel. Je ne les vois pas près de sitôt à changer leur attitude envers l'Ukraine. J'ai manqué la première partie de votre question. Les Européens. Je parle des Européens. Compte tenu de toute la pression qu'ils subissent, je ne vois pas les Européens changer d'avis à propos de l'Ukraine. Non, moi non plus, parce que je pense qu'ils les mènent simplement avec cette idée qu'ils peuvent prendre ces 5% qui sont apparemment approuvés par les grandes puissances de toute façon. Et même s'ils n'en obtiennent que 3% ou 4%, ce sera ce qui relancera leurs économies aujourd'hui très moribondes, enfin dans certains cas, mais certainement en difficulté, en particulier en Allemagne. C'est leur méthode maintenant. C'est leur politique économique actuelle. Et ils ne peuvent pas se désengager de l'Ukraine, parce que selon eux, c'est ce qui leur donne la justification pour soutenir cette dépense supplémentaire et l'idée que cela sera compensé par l'industrie de la défense. Où avons-nous déjà vu cela? De manière inquiétante. Où avons-nous déjà vu cela? Au fait, Larry, merci d'avoir introduit cette idée de blanc comme neige. J'ai toujours pensé que la principale raison pour laquelle l'Europe ne voulait pas laisser la Turquie entrer dans l'UML était en partie économique, mais aussi en partie due à un mépris pour les musulmans. Maintenant, j'ai une autre raison. Tu as raison, l'OTAN est blanche comme neige. Ouais, ces Turcs sont trop basanés pour être admis. J'ai des basanés. Oui, c'est ça. Nous le présentons comme d'une pureté immaculée, mais c'est impossible qu'il l'ait été. D'où venait-il? Il venait de Palestine. Exactement.
Larry, où en sommes-nous avec Kirill Dmitriev et les négociations qu'il mène avec Steve Witkoff? Chaque fois qu'il vient, il va à Miami et parle avec Steve Witkoff et Kushner. Mais quel est le résultat de ces discussions? Eh bien, ces discussions, à mon avis, n'ont en réalité rien à voir avec la fin de la guerre en Ukraine. Ni Dmitriev ni Witkoff n'ont l'influence ou la stature nécessaire pour, je cite, négocier un accord. Écoutez, la Russie a été sans équivoque quant à ses conditions. Elle n'a pas reculé d'un pouce par rapport à ce que Poutine a déclaré le 14 juin 2024. Et Poutine l'a réaffirmé il y a une semaine, vendredi dernier. Enfin, il y a une semaine, jour pour jour, lors de sa conférence de presse de fin d'année. Ils ne vont pas céder de territoire. Ils ne vont pas geler la situation actuelle. Ils ne vont pas permettre à l'Ukraine d'avoir une armée de 800 000 hommes. Ils ne vont pas autoriser des forces de maintien de la paix de l'OTAN en Ukraine. Rien de tout cela n'arrivera. Et en plus de cela, ils n'accepteront pas, même s'ils ne l'ont pas dit publiquement. Mais d'après mes conversations avec des personnes en Russie et ma compréhension de l'histoire, la Russie exigera que tout accord prenne la forme d'un traité qui devra être ratifié par le Sénat américain. Tout accord avec les États-Unis doit être ratifié en tant que traité, avec un vote du Sénat pour l'approuver. Pourquoi? Parce que sans cela, il n'existe aucun accord juridique en vigueur. Il ne s'agit que d'un arrangement avec un président qui ne sera plus là dans 3 ans et dont les positions pourraient être renversées en un instant. Je pense que ces négociations entre Dmitriev et Witkoff visent à développer des projets économiques qui seraient mutuellement bénéfiques pour la Russie et les États-Unis. Et peut-être, j'aimerais l'espérer, même si j'en doute, que Trump réfléchit de manière stratégique. D'accord, il n'y a aucune chance que je parvienne à faire approuver par le Sénat un accord de paix selon les conditions voulues par les Russes. Mais si nous parvenons à glisser le nez du chameau sous la tente, si nous commençons à coopérer sur le plan économique, alors peut-être, juste peut-être, que ce sera une façon de commencer à rétablir une certaine normalité dans nos relations bilatérales. Je ferai remarquer que tout au long de ce processus, nous avons continué à coopérer avec les Russes dans le cadre du programme spatial, car la Russie a joué un rôle essentiel pour aider les astronautes américains à conserver la capacité d'accéder à l'espace. En fait, sans les Russes, une fois le programme de la navette spatiale terminé au début des années 2000, nous n'aurions pas eu d'astronautes à la station spatiale. Nous avons compté sur les Russes pour nous y emmener. Et malgré toutes les autres turbulences en coulisses, les États-Unis et la Russie, du moins en ce qui concerne le programme spatial, continuent de coopérer. Je pense donc que c'est peut-être ce type de coopération dont parlent Witkoff et Dmitriev. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est que les Européens, à l'exception possible de Macron, qui de temps en temps montre des signes de lucidité, se dirigent eux-mêmes vers un conflit inévitable en tant qu'OTAN, sans l'Amérique, et probablement sans le Canada non plus, avec la Russie. À défaut d'autre chose, ils vont probablement provoquer ce conflit de toutes pièces, sans doute dans les pays baltes. C'est très préoccupant, car ils vont y laisser des plumes. Mais la Russie aura aussi du mal à s'en sortir. Et au même moment, elle se demandera, comment puis-je faire cela? Comment puis-je affronter cette situation, même sans les États-Unis et le Canada? Comment puis-je affronter l'OTAN sans probablement leur faire une démonstration? Et cette démonstration serait nucléaire. Il le faudrait, car c'est la seule façon d'avoir une chance de l'arrêter net, si l'on peut dire, plutôt que de devoir grignoter des deux côtés.
parce que la Russie ne peut vraiment pas supporter une guerre avec l'OTAN non plus. Même si cela se limitait aux Européens, ce serait tragique pour toute la région. Tout ce qui se trouve à l'ouest de l'Oural serait dévasté. Et Dieu sait ce que nous serions alors contraints de faire. Nous jouons avec de la dynamite ici, et ces dirigeants européens aussi. Peu importe leur orientation politique, ils jouent avec de la dynamite. Larry, l'attaque contre le pétrolier russe, penses-tu qu'il s'agissait d'une attaque de drone ukrainienne? Était-ce l'Ukraine ou bien l'OTAN? Et quand je dis l'OTAN, je parle des Européens. Yes. It's not either or. Oui, ce n'est pas une question de choix exclusif. Oui, tout cela à la fois. C'est l'Ukraine, avec l'encouragement, le soutien et l'appui principalement du Royaume-Uni. Je pense que le Royaume-Uni reste le principal moteur dans la fourniture de renseignements et d'informations de ciblage. Mais encore une fois, ils reçoivent aussi cela des États-Unis. C'est là que Trump, malgré ses déclarations de vouloir se désengager, montre que cette partie de l'État profond continue de transmettre des renseignements aux Ukrainiens. Et vous savez, c'est après cette première attaque contre le pétrolier en mer Noire que la Russie a commencé à bombarder massivement Odessa et les ponts. Elle a détruit des centrales électriques et s'emploie à anéantir les installations pétrolières et de carburant. Ainsi, les Britanniques continuent de proposer ces bonnes idées. Essayons ça, ça pose vraiment un problème à la Russie. Thoroughly. Et cela finit par créer encore plus de problèmes pour l'Ukraine. Colonel, l'un des points que Larry vient de mentionner concerne le rôle du Congrès américain dans l'ensemble du processus de négociation. Nous savons ce qui s'est passé avec le JCPOA. Donald Trump est arrivé et a tout détruit. Je pense que c'est l'une des leçons les plus importantes que l'Iran a tirées de son expérience avec les États-Unis. Et la Russie ne va pas suivre cette voie. Non, Larry a raison. Pendant tout le temps où il en parlait, et j'y avais réfléchi un peu avant, je pense qu'il a raison à propos de la demande russe d'un traité. Pense à Marco Rubio et à son influence résiduelle au Sénat, ainsi qu'à son influence sur le président et sur la direction du Parti républicain, ou du moins sur une certaine partie de celle-ci. Et pense à d'autres membres de l'administration qui essaient de composer avec un Sénat qui ne donnera jamais une majorité des 2/3 pour un traité avec la Russie. Ils ne le feront tout simplement pas. Nous parlons donc d'un autre instrument destiné à bloquer toute forme de progrès dans ce conflit. Je reviens à ce que j'ai dit auparavant. Je suis vraiment inquiet de la direction que nous prenons dans cette affaire, car tous les ingrédients sont là. Et plus important encore, toute l'incompétence est là. Les manigances sont présentes pour élargir ce conflit, pas pour y mettre fin. Et c'est effrayant, car comme je l'ai dit, la Russie aura les mains terriblement pleines si cela s'étend. Leur inclination sera d'arrêter cette expansion, et cela ne peut se faire que d'une seule manière. Est-ce que ce serait un choc assez grand pour que le monde s'arrête, se regarde un instant et réfléchisse à ce qui se passe? Ou est-ce que cela s'intensifierait à partir de là? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans une telle situation. I don't know. I've never been in this spot.